le GIEC nous a dit que l'humanité n'avait plus que 3 ans pour agir et laisser cette planète vivable. Et depuis que le GIEC a affirmé cela, eh bien, des militants écologistes se collent la main à la superglue sur le bitume des périphériques pour limiter la circulation. D'autres s'enchaînent au filet de Roland-Garros pour alerter la population. Et les gouvernements, eh bien, l'Europe, la France en tête, ont affirmé qu'ils allaient se passer des énergies carbonées d'ici 2050. Bref, le GIEC a annoncé que nous avions 3 ans pour agir et tout le monde se trouve dans la précipitation. Et pour parler de ça, eh bien, j'ai invité François Gervais, qui est l'auteur du livre Impasse climatique, les contradictions du discours alarmiste sur le climat. François Gervais, bonjour. Vous êtes donc un ancien professeur à l'Université de Tours en physique et sciences des matériaux. Et plus important, vous êtes accrédité par le GIEC comme expert reviewer sur ces 2 derniers rapports, l'AR5 et l'AR6. Et donc avec vous, on va voir 4 choses. Eh bien tout d'abord, est-ce que cette remise à zéro, c'est-à-dire l'arrêt des émissions de CO2 est scientifiquement fondé? Ensuite, est-ce que c'est catastrophique pour l'humanité ou est-ce que c'est une bonne chose pour l'humanité? Puis, eh bien, si c'est fondé, si c'est une bonne chose pour l'humanité, eh bien, au moins, est-ce possible? Est-ce qu'on peut y arriver? Et enfin, eh bien, suite à ces 3 étapes, on verra la 4e étape qui est pourquoi ce discours dans l'Occident? Je mets des timecodes pour ceux qui le veulent dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller plus facilement d'une partie à l'autre. Et puis on va commencer par la première partie. Est-ce que l'arrêt du CO2, c'est scientifiquement fondé? Est-ce qu'on a des bases scientifiques pour démontrer qu'il faut absolument arrêter le CO2 pour que nous puissions continuer à vivre sur cette planète? Vous avez mentionné 2 choses, le GIEC, et vous avez mentionné ceux qui veulent se coller les mains au bitume pour empêcher la circulation. Je vais prendre un exemple qui est dans le livre. Considérons une voiture qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre. Elle est affligée d'un malus de plus de 18 000 euros. Hein. D'accord? C'est déjà cher, oui. Considérons que cette voiture parcourt 100 000 kilomètres. Et considérons maintenant 1 million de ces voitures qui chacune émettent 200 grammes de CO2 au kilomètre et parcourent 100 000 kilomètres chacune. Quel est l'impact thermique sur la planète selon les chiffres du GIEC? Alors, je les ai épluchés, évidemment, les chiffres du GIEC. Ben, il nous dit les choses très tranquillement. Chaque 1000 milliards de tonnes de CO2 qui resterait dans l'atmosphère réchauffe la planète de 0,45 degrés. Là, il y a une petite règle de 3 à faire, qu'on peut faire quasiment de tête si on est bon en calcul mental, mais je vous donne le résultat. C'est 1 million de voitures qui parcourent chacune 100 000 km en émettant 200 grammes de CO2, réchauffent la planète de 4 millionièmes de degrés. 4 millionièmes de degrés. Est-ce que ça vaut le coup de s'enchaîner au bitume? Selon les chiffres du GIEC, entendons-nous, qui sont revisités dans le livre et qui montrent que, en réalité, c'est un peu moins. On s'en fiche que ce soit 4 millionièmes de degrés ou 2 millionièmes de degrés, personne ne peut le sortir. Hein. Ça ne peut absolument pas jouer sur la météo, où on observe des écarts de température en ce moment entre l'après-midi et le matin d'une quinzaine de degrés. Qu'est-ce que c'est que 4 millionièmes de degrés? C'est absurde. D'accord. Donc pour les voitures, c'est absurde, mais les autres émetteurs de CO2, comme par exemple les entreprises, les industries, est-ce que ça a un impact sur le climat, scientifiquement? Oui, ça a un impact, mais fifroninesque. Prenons la Chine. La Chine qui est le premier émetteur mondial. La Chine consomme la moitié du charbon mondial. C'est pas un petit joueur, la Chine.
Eh bien, toujours en reprenant les chiffres du GIEC, d'ici 2050, c'est l'année déclarée pour on arrête tout, zéro émission. En anglais, on dit net zéro, en français, neutralité carbone. Ça revient au même. Eh bien, d'ici 2050, la Chine pourrait, avec les chiffres du GIEC toujours, réchauffer la planète de moins d'un dixième de degré. Moins d'un dixième de degré. Personne ne peut ressentir un dixième de degré. D'accord. Donc on a le plus gros émetteur de CO2 qui peut réchauffer la planète d'un dixième de degré d'ici 2050 s'il continue comme il le fait. Donc l'Europe, ça doit être nettement Oui. moins. Et la France, ça doit être La vraiment France, un pouillème. d'ici 2050, selon qu'on prend les chiffres du GIEC ou des chiffres un peu plus sérieux, parce que le GIEC a quand même un discours catastrophiste, donc ça se voit, la France, c'est 1 millième ou 2 millièmes de degré d'ici 2050. Vous vous rendez compte un peu si les contribuables français se rendent compte que tout ce qu'on est en train de nous préparer, toutes les interdictions, toutes les taxes, tous les impôts, tout ça, ça va éviter que la France réchauffe la planète d'1 millième de degré, 2 millièmes selon le GIEC. Vous vous rendez compte? Il faut le dire, ça quand même. Ah oui, ça paraît plus que surprenant. Mais le GIEC, en fait, donc quand il nous dit vous avez 3 ans pour changer vos habitudes, sinon la planète devient invivable, il faudra en trouver une autre. Quel est le... 1 millième de degré, je suis pas sûr, ça rendra la planète invivable. Hein. Non, mais je suis d'accord de ce que vous dites, oui, mais pourtant le rapport du GIEC, ou du moins ce qu'on en dit, Ce qu'on semble en dire dit, qu'on a vous avez 3 ans pour raison. changer les choses. C'est pas le rapport du GIEC, c'est ce qu'on en dit. D'accord. Attention, je vous mets au défi de me montrer dans le rapport du GIEC qu'on a 3 ans. Ça, c'est un prolongement qui est fait par tous les alarmistes, et ils sont nombreux, mais dans le rapport du GIEC, vous ne trouverez pas cela. Il y a un petit tableau dans le résumé à l'intention des décideurs, qui est en réalité un résumé qui est écrit par les décideurs pour les autres décideurs. Hein. Bon, soyons sérieux, ce n'est pas les scientifiques qui écrivent ce résumé, ce sont les décideurs, les représentants de tous les pays, hein, qui épluchent phrase par phrase, ligne à ligne, mot par mot. Bon, ils n'écrivent pas ça. Il y a un petit tableau là-dedans qui dit que même en utilisant le scénario le plus catastrophiste qui s'appelle RCP 8.5, que même le rapport dit il y a très peu de chances de se produire, parce que c'est un scénario qui est fort peu crédible dans la mesure où ils imaginent que au-delà de 2100, les émissions de CO2 seraient multipliées par 12 par rapport à ce qu'on a envoyé dans l'atmosphère depuis qu'on en envoie, depuis le 19e siècle. On multiplierait par 12. C'est totalement irréaliste, on ne fera jamais ça. Donc, même à partir de là, le petit tableau montre que d'ici 20 ans, il y aurait un dixième de degré de plus, même avec un scénario aussi catastrophiste, qui n'a aucune chance de se produire. Donc, dans tous les cas de figure, on reste dans des pouillèmes de degrés. Tout ceci frise le zéro en termes d'impact thermique. Donc, du coup, il n'y a pas de justification scientifique à cette volonté d'être à zéro émission de CO2. Il y a un emballement médiatique, il y a poussé par... alors ça, on pourrait y revenir. Qui a intérêt à cela? Ça, c'est votre dernière question. Oui, c'est la On ne va dernière pas question, répondre on tout en de parlera à la suite. fin. Oui, Oui, oui. On ne répond pas tout de suite. D'accord, mais scientifiquement, en tout cas, il n'y a pas de raison d'aller à zéro émission de CO2. Sinon, ça aurait un impact thermique absolument dérisoire. D'accord. Inférieur même au seuil de mesurabilité de la température moyenne de la planète, qui est de 7 centièmes de degré. Ça, c'est le seuil de mesurabilité. Là, tous les autres, tout le monde reconnaît que de toute façon, en dessous de ça, on ne sait pas. On ne sait pas mesurer. Bon, 7 centièmes de degré, on en est très loin. Il faudrait
Là, actuellement, on est sur 7 millièmes de degré par an. Donc, 7 centièmes de degré, le seuil de mesurabilité, ça serait dans 10 ans. Mais Ouais, d'accord. je dis simplement, il faut être sérieux, c'est tout. Et il suffit de faire pour cela quelques règles de 3. Ce que, heureusement, beaucoup de gens savent faire en calcul mental. D'accord. Et alors, quel serait l'impact de cette zéro émission de CO2 sur l'homme et en particulier, je dirais, les plus pauvres? Parce que on voit qu'il y a une nécessité quand même de CO2, ne serait-ce que pour faire pousser des plantes, quoi. Donc, euh, quel serait l'impact de cette zéro émission de CO2? Déjà, on peut rappeler que s'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère, il n'y aurait plus de végétation sur Terre. C'est aussi simple que ça. Le minimum nécessaire pour qu'il continue à y avoir de la végétation sur Terre, c'est 150 parties par million. Donc, c'est 0,015%. C'est petit, on est guère au-dessus actuellement. D'accord. Tout ce qui a été mesuré dans des serres, alors là, justement, en augmentant le taux de CO2, on s'aperçoit que les plantes ont une croissance plus rapide. Alors, c'est particulièrement vrai pour les plantes nutritives essentielles, comme le riz. Le riz, les mesures qui ont été faites montrent que grâce à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, on a évalué l'augmentation de la croissance du riz à 500 milliards de dollars. Le riz, 500 milliards de dollars. Et pour l'ensemble des plantes nutritives, c'est 3200 milliards de dollars. C'est pas rien. Et ça, c'est une retombée positive des émissions de CO2 par la combustion des ressources fossiles. Et donc, si on n'utilise pas si on arrête toute émission, on va avoir une diminution du CO2 dans l'atmosphère où, en fait, notre action est tellement faible que ça n'aura pas d'impact ou un impact positif. Les émissions actuelles, c'est 0,5% du CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. 0,5%. Donc, c'est pas en 10 ans, même en 30 ans qu'on va changer beaucoup les choses. Hein. C'est 0,5%. Donc, par exemple, pendant la pandémie et les confinements qui ont été dans certains pays, bon, il y a eu, surtout en Chine d'ailleurs, et dans d'autres pays, des confinements, ça n'a pas d'impact visible sur l'évolution du CO2 dans l'atmosphère, qui continue, bon an, mal an, mais justement avec des fluctuations considérables d'une année sur l'autre, selon que c'est une année froide ou une année chaude, bizarrement. Si c'est une année froide, l'augmentation de CO2 est très faible. Si c'est une année chaude, l'augmentation de CO2 peut être jusqu'à 7 fois supérieure. Curieux, non? Oui. Donc il y Et a les émissions, mais il y a aussi des phénomènes naturels qui jouent. d'accord, parce que ça, on l'explique comment alors? C'est les plantes, c'est le soleil, c'est L'explication quoi? est controversée. Je pense qu'on n'a pas assez de temps pour que je me lance là-dedans. Je ne peux qu'inviter à lire le chapitre sur cette question, qui justement essaye de regarder ça comme le fait un scientifique. D'accord, ok. Donc, on renvoie à votre livre si les gens veulent connaître plus Petite particulièrement cette publicité partie-là. en passant. Voilà. Et, euh, et donc, bon, alors d'un côté, c'est vrai que le CO2, donc grosso modo, si nous on arrête d'émettre, ça change pas grand-chose. Ça a un impact à la limite sur la croissance des végétaux. Et puis surtout, ça arrête actuellement toute notre industrie, ce qui aura un impact là assez fort sur l'activité économique du monde. C'est sûr que si on arrête les voitures à moteur thermique, il y a quantité de gens qui vont se retrouver au chômage, qui seront amenés à faire autre chose en peu de temps. Euh, et donc, c'est inquiétant parce que c'est pas ce qui découle de la loi de l'offre et de la demande et du marché en général, mais c'est une injonction autoritaire. Ça, c'est pas bon. Hein. Alors, au-delà de cela, euh,
beaucoup de gens se posent la question, mais est-ce que c'est possible de passer au tout électrique pour les voitures, mais pas seulement, tout électrique, parce que à l'heure actuelle, 80% de l'énergie qui est consommée sur la planète provient des ressources fossiles. Combustion des ressources fossiles, charbon, gaz, pétrole. Bon, gaz de schiste également. C'est comme ça que les Américains, entre parenthèses, qui se présentent très vertueux, mais ils sont redevenus les premiers producteurs mondiaux, les Américains, en disant c'est pas bien, faut pas faire ça. C'est intéressant de voir que, en dépit de leur discours, ils sont redevenus les premiers producteurs mondiaux, suivis par la Russie et l'Arabie Saoudite, dans l'ordre. Bon, donc, de toute façon, si 80% de notre énergie, alors, ou bien on dit, bon, bah, l'énergie, c'est pas bien, il faut arrêter d'utiliser l'énergie. Alors là, on revient peut-être pas à l'âge de pierre, mais du moins au Moyen-Âge. Encore que, au Moyen-Âge, l'énergie était produite par le servage, par l'esclavage, par le feu, combustion du bois, c'était l'arme de destruction massive. Hein. La combustion du bois, c'était l'arme de destruction massive. Et comme par hasard, au milieu du 19e siècle, quand on a commencé à utiliser les ressources fossiles, au départ le charbon, puis le pétrole, puis le gaz naturel, au milieu du 19e siècle, ça a été l'abolition de l'esclavage au niveau des États, parce que justement, ça coûtait moins cher, évidemment, pour faire le travail d'utiliser les énergies fossiles que de nourrir les gens qui faisaient le boulot. Simplement cela. Oui, donc c'est un formidable retour en arrière si par hasard on arrêtait complètement les énergies fossiles. Sauf, j'ai vu l'Allemagne a décidé de réduire à 1 an. Aujourd'hui, quand ils font des éoliennes, c'est comme en France, c'est compliqué d'implanter une éolienne, il faut des enquêtes de voisinage, il faut des tribunaux, il y a des recours dans tous les sens. L'Allemagne a décidé de réduire ça à 1 an pour pouvoir couvrir son sol de parcs éoliens, puisqu'ils se sont débarrassés du nucléaire et qu'aujourd'hui, ils sont obligés de rallumer toutes leurs usines à charbon pour pouvoir. Et limite, ce qui est encore pire. Oui, bon, ça prouve au moins l'intérêt du nucléaire, mais ils ont quand même conscience du coup qu'ils ont un petit problème énergétique et ils ont décidé, eux, de limiter tous les recours pour qu'en fait, une éolienne, on puisse la mettre sur place en 1 an. Est-ce que pour vous, il y a une solution dans cette voie-là, c'est-à-dire l'éolien, peut-être le solaire, pour pouvoir se passer du CO2, même si, comme ce que vous avez dit, il ne semble pas que ce soit très utile de se passer du CO2, c'est quand même aujourd'hui une grande demande. Donc, est-ce qu'on peut passer par l'éolien et le solaire pour se passer du CO2 et faire en sorte de garder une activité économique normale, ce qui permettrait quand même de continuer à avoir des salariés, enfin une population qui travaille et qui donc peut vivre de son travail. Si on regarde donc on disait les énergies fossiles, à l'heure actuelle, c'est 80% quand même de la production d'énergie. Le nucléaire, c'est 4%. C'est pas plus que ça dans le monde. En France, la proportion est plus élevée, mais dans le monde, c'est seulement 4%. La principale énergie renouvelable qui fonctionne maintenant depuis un siècle, c'est l'hydroélectrique. Celle-là, oui, c'est une énergie renouvelable et elle est utilisée, ça représente à peu près 6%. L'éolien, à l'heure actuelle, ça n'est que 2%. Est-ce qu'on va multiplier par 50? Ça paraît difficile de multiplier par 50 comme ça dans le délai imparti qui serait de 28 ans. J'ai peine à croire. Puis alors, c'est surtout que, pour le coup, ça se traduirait. Si on regarde, on fait un petit retour vers le passé, les deux précédentes guerres mondiales, 14-18, 39-45. Une des motivations de ces guerres, c'était que les belligérants, les Allemands d'un côté, les Japonais de l'autre côté, voulaient se procurer
du pétrole, des ressources fossiles. Ça a été ça, une des motivations. Bon, maintenant, c'est quand même moins le cas, heureusement, mais si on développait l'électrique, 2%, 2-3% actuellement pour passer à 100%, ça serait un pillage des ressources minérales cette fois-ci, non plus pétrole, mais minérales, un pillage phénoménal. On déplace simplement l'objet du pillage. Mais on n'aurait pas le choix pour faire les éoliennes, des batteries, il y a un pillage de ressources. Par exemple, je prends l'exemple du lithium. Le lithium pour les batteries lithium-ion qui sont installées sur tous les véhicules électriques. Le lithium, qui est produit principalement sous la coupe de la Chine, qui en extrait au Tibet, mais qui essaye de contrôler tout le lithium dans le monde. Sur la seule année 2021, le prix du lithium a été multiplié par 5. Et ça va continuer. Donc, tout ce qui nous est présenté actuellement par peut-être relativement bon marché, puisque parallèlement, le prix du gaz naturel a beaucoup augmenté, mais ça, on pourra revenir pourquoi. Parallèlement, le prix des ressources minérales, si le pillage devrait se produire, augmenterait les coûts de façon phénoménale. La loi de l'offre et de la demande est une loi des reins. Oui, je crois que c'est Barr qui disait qu'on ne pouvait pas, que l'économie se vengeait toujours. Et je crois que c'est assez vrai, l'économie se venge toujours. Mais bon. Alors, donc on voit que pour l'humanité, c'est pas forcément, enfin déjà que scientifiquement, donc c'est pas forcément fondé cette volonté de stopper toute émission de CO2. Que pour l'humanité et pour les plus pauvres, bah, ça veut dire quand même beaucoup moins d'activité, beaucoup moins d'économie. Ça veut dire que bah, techniquement, le chômeur, on va lui dire de rester chômeur et puis d'accepter qu'il y a encore plus de chômeurs. Et ça encore, je dirais, le chômage dans nos pays, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est ceux qui meurent de faim en Afrique et qui aimeraient bien aussi pouvoir accéder au moins à la nourriture normale, quoi, ou à une vie normale. Donc on voit qu'il y a ces deux problèmes-là. Si par hasard on arrivait à régler ces deux problèmes-là, est-ce qu'au moins l'arrêt des émissions de CO2, c'est possible? C'est-à-dire que bon, on a vu que pour l'industrie c'est très compliqué, pour l'énergie c'est très compliqué, mais est-ce qu'il y a une possibilité? Moi j'ai vu que ça coûtait extrêmement cher en dette souveraine, qu'il y avait plusieurs pays qui n'étaient pas d'accord, mais voilà, est-ce qu'il y a une possibilité d'arriver à ce genre de pratique, d'arrêter de toute émission de CO2 d'origine humaine? Lors de la dernière conférence des parties, la COP 26, qui s'est tenue à Glasgow fin 2021, les pays qui émettent les 3/4 du CO2 ont fait savoir, certes en langage diplomatique, qu'ils continueraient à émettre. Donc si les 3/4 des émetteurs continuent à émettre pendant encore, on va dire, quelques décennies, qu'est-ce que peut faire le dernier quart, c'est-à-dire les pays occidentaux, l'Europe principalement, l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada? Parce que les trois Qu'est-ce gros qu'ils peuvent émetteurs faire dont... puisqu'ils n'émettent qu'un quart? Ça n'aura pas d'impact significatif. Parce que les trois émetteurs dont vous parlez, c'est la Chine, l'Inde, le troisième? Chine, l'Inde et tous les autres. Car quand on prend un certain nombre de pays, on peut aller chercher la Malaisie, l'Indonésie, etc. Tous émettent et on fait savoir que pour l'instant, pour se développer, l'Afrique bien évidemment, pour se développer, ils ont besoin, ils n'ont pas d'autre solution que de continuer à émettre. Oui, donc l'Occident... Le quart qui reste, l'impact sera dérisoire. D'accord. Tout ça pour ça. Oui. Mais alors dans ce cas, et c'est un peu la dernière partie de cette vidéo, c'est pourquoi ce discours de l'Occident? C'est-à-dire,
pourquoi on est autant, on voit donc les militants qui se collent la main sur le bitume, ceux qui s'enchaînent sur des filets de Roland-Garros. Alors ça, on peut dire à la limite, les militants écologistes, ça a toujours existé, il y a toujours eu des extrêmes, quelle que soit la cause, mais même maintenant des gouvernements qui en parlent énormément. Enfin, le gouvernement français ne parle presque que de ça. On voit que NUPES, en tout cas l'extrême gauche, parle aussi quasiment que de ça. Pourquoi il y a un tel emballement sur ce problème climatique, sur le fait d'arrêter d'utiliser du CO2 si ce n'est pas scientifiquement justifié, si c'est une catastrophe pour l'humanité, si de toute manière on ne peut pas y arriver? Pourquoi il y a cet emballement en Europe? J'ai donné jusqu'à présent une quarantaine de conférences sur le sujet. En général, c'est la première question qui vient à l'issue de la conférence. Bah oui. Je n'ai pas la réponse, mais on peut soupçonner une convergence objective d'intérêts, et d'intérêts considérables, puisque la Banque mondiale publiait que pour mettre un terme à tout ça, il faudrait dépenser, la Banque mondiale, 89 000 milliards de dollars. Bon, ça, c'est des chiffres, on n'a pas vraiment l'habitude. La dette souveraine mondiale, c'est 60 000 milliards de dollars. Donc, il faudrait multiplier par, disons, 2,5 la dette souveraine mondiale, parce que l'argent, on ne l'a pas, bien évidemment. 89 000 milliards de dollars. Alors ça pose deux questions importantes. Qui paierait? Mais ça, je vous laisse deviner qui va payer et qui profiterait de ces 89 000 milliards de dollars. C'est tout de même une manne considérable. On peut y voir là la raison du discours occidental. D'accord, donc on aurait des entreprises ou des milliardaires, mais enfin plutôt des entreprises. Oui, bien sûr, des milliardaires, on peut le dire. Qui pèseraient... On les connaît en plus. D'accord, qui feraient du lobbying sur les gouvernements parce que derrière, ils vendent en fait leurs produits ou leurs services au même gouvernement pour les aider à décarboner le monde et à sauver le monde, tout en s'enrichissant. Disons que ça paraît plausible. Ça paraît plausible. Et les gouvernements, eux, sont dupes. C'est-à-dire que, alors c'est évidemment, c'est toujours délicat de citer Emmanuel Macron ou un gouvernant en particulier, donc je veux le faire de manière plus générale, parce qu'on ne peut pas accuser une personne en particulier, il n'y a pas de raison, mais les gouvernants, eux, comprendraient ce jeu de dupes et y trouveraient également leur intérêt, ou seraient totalement dupes et en fait ne verraient pas les grosses pattes de certains lobbies derrière tout ça. Écoutez, supposons pour un sondage, on vous pose la question, voulez-vous sauver la planète? Vous n'allez pas répondre non. Oui. Oui. Voilà, c'est tout. Compliqué. Présenté comme ça, voulez-vous sauver la planète? Personne ne va répondre non. Ou alors, il faut avoir vraiment l'esprit particulier. Non, mais c'est présenté comme ça, sauver la planète, sauver le climat. Ça ne veut absolument rien dire, sauver le climat. Ça ne veut rien dire. Mais l'Assemblée nationale, alors là, je suis précis, l'Assemblée nationale française a voté. Bon, ça ne sera pas appliqué parce que le Sénat n'a pas confirmé ce vote. Il n'était pas d'accord sur la formulation. Mais l'Assemblée nationale a voté. La République garantit la lutte contre le dérèglement climatique. C'est extraordinaire qu'on vote un texte comme ça. D'abord, le climat, c'est principalement chaotique. Alors, on va supprimer, on va abroger les lois chaotiques de la physique du climat. Ça n'a aucun sens. Et en plus, dans dérèglement, ça supposerait qu'il y a un règlement. Si on prend le plus ancien thermomètre du monde, thermomètre Central England, qui mesure la température, là où il est, évidemment, on ne le déplace pas, depuis 360 ans. Les fluctuations, il y a 360 ans, sont de même amplitude et de même fréquence qu'elles le sont aujourd'hui. Où il est le dérèglement climatique? Les fluctuations sont les mêmes. En revanche, c'est vrai qu'il y a une petite hausse de la moyenne
des températures. Mais attention, il y a 360 ans, on part de la fin du règne de Louis XIV. Hein. Oui. C'est de ça dont on parle. C'est vrai qu'il y a eu une petite hausse de température depuis ce temps-là. Oui. Bon, mais le CO2 n'a rien à voir là-dedans, bien évidemment. En même temps, Louis XIV a connu un petit âge glaciaire avec la mer qui avait gelé à Marseille. Donc, Tout à fait. Il y a eu un petit âge glaciaire, effectivement, à ce moment-là, qui se voit très bien, puisque non seulement, à ce moment-là, on avait inventé le thermomètre, on avait inventé également le baromètre, qui est beaucoup plus important pour déterminer la météo. Qu'est-ce que c'est que la météo? Si la pression est plus basse, il ne va pas faire beau. Et si la pression est plus élevée, il va faire beau. C'est le cas en ce moment. C'est le baromètre qui dit ça, ce n'est pas le thermomètre. Hein. Et un troisième instrument, c'est perfectionnement de la lunette de Galilée, qui est devenue la lunette astronomique. Et on pouvait observer les taches solaires. Et effectivement, dans cette période-là, il n'y avait plus de taches solaires. Donc, il y avait évidemment une énorme influence du Soleil sur le climat de la Terre. d'accord. Eh bien, François Gervais, je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle votre livre Impasse climatique, les contradictions du discours alarmiste sur le climat. Je rappelle qu'il est disponible aux éditions L'Artilleur et je mets un lien vers les éditions L'Artilleur dans la description de cette vidéo. Et puis, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Commentez-la, partagez-la, n'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre invitation.